Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ça aurait pu faire un keynote, mais Apple a préféré égrener ça sur 3 jours. On a découvert pas moins de 7 nouveaux produits en début de semaine. Il y en a pour tout le monde, des puissants MacBook Pro M5 Pro au très accessible MacBook Neo, en passant par l'iPhone 17e. Alors ce nouveau MacBook low cost vaut-il le coup ? Et le prix de la mémoire a-t-il explosé comme on le craignait ? On va débriefer tout ça dans cette émission. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais un grand événement tech a eu lieu cette semaine à Barcelone. C'était le MWC, le grand raout annuel de l'industrie du mobile. Mais médiatiquement, ça a été complètement éclipsé par les annonces d'Apple. Salut Christophe, ça va ? Bonjour Stéphane, ça va très bien et toi ? Ça va bien, ouais, ça va. Est-ce que tu es capable de me citer une annonce qui a été faite au MWC cette année ? Alors, je te propose qu'on fasse 1 minute de silence pour la MWC, ce bel événement qui permettait aux journalistes, de profiter du soleil de Barcelone en plein hiver. Mais voilà, c'est un peu comme Las Vegas, c'est moins intéressant qu'à une époque parce que à cause du réchauffement climatique, il fait moins froid qu'à une époque. J'ai entendu dire qu'il y avait un téléphone qui avait été présenté, sans doute une marque chinoise, qui aurait un super appareil photo. C'est tout ce que je sais. Tu penses peut-être à Xiaomi, ouais. Peut-être. Et toi, est-ce que tu peux me dire des annonces ? Oh oui, peut-être la plus grosse, c'était Starlink qui a annoncé sa nouvelle technologie qui permettra à terme de connecter directement des smartphones à son réseau de satellites sans passer par des partenariats avec les opérateurs comme c'est le cas actuellement. Et on a remarqué, alors on n'était pas présents nous à Barcelone, mais nos confrères japonais de Makotakara ont remarqué qu'il y avait un petit stand Apple et Ericsson à Barcelone. Alors c'était pas du tout pour présenter l'iPhone 17e, mais c'était pour une démo liée à la 6G. Je trouvais ça assez intéressant parce que on sait que Apple est très impliqué dans l'industrie du mobile depuis des années et des années, hein, mais là voilà, ils sont aussi impliqués au niveau des réseaux 6G, puisque maintenant ils conçoivent leur propre modem, donc je trouvais ça assez intéressant. Je veux dire que l'annonce sur Starlink, je l'avais lu, je dois le reconnaître. Et non, mais c'est vrai que ce sera en plus... oui, parce que maintenant, Apple pourrait très bien vendre ses puces cellulaires, ce serait marrant d'ailleurs, mais c'est certain que lorsque la 6G va arriver, ça va être un vrai défi pour tous les constructeurs, et notamment pour Apple, d'être en mesure de dompter assez rapidement cette nouvelle technologie. Alors je l'ai dit, Apple a accaparé toute l'actualité en annonçant plein de nouveaux produits et en étalant tout ça sur 3 jours. Je vais faire un petit récap. Lundi, c'était l'iPad Air M4 avec l'iPhone 17e. Mardi, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, Studio Display et Studio Display XDR. Et enfin, mercredi, la machine la plus unique, le MacBook Neo. Alors tous ces appareils sont dès à présent en précommande et ils seront disponibles à partir de mercredi prochain, le 11 mars. Avant d'entrer dans le détail, tu en as pensé quoi justement de ces annonces multiples ? On n'aurait pas pu avoir un seul keynote à la place ? Non, il y aurait de quoi faire. Il y aurait sans doute eu de quoi faire. De toute façon, ça change rien pour nous, qu'il y ait que ce soit un keynote ou une Apple Experience, on n'est pas invité. De ce point de vue, effectivement, ça change rien. Non, alors, reprenons la forme. Alors, il y a un côté assez inégal, parce que le lundi, c'était quand même assez faiblard, hein, parce que je veux dire, l'iPhone 17e, c'est un chouette téléphone, hein. L'iPad Air M4, on l'attendait, mais il n'y avait pas non plus... Enfin voilà, mardi, c'était déjà plus intéressant avec les MacBook Pro M5, et évidemment, mercredi, ça a été... la cerise sur le gâteau avec ce MacBook Neo qui a, je crois, été annoncé d'une manière assez particulière parce que d'habitude, Apple publiait ses annonces à 15h et là, pendant 15 minutes, justement, nous, on était dans le noir complet parce que Apple a diffusé une petite vidéo aux journalistes qui étaient sur place à la fois à Londres, Shanghai et New York. C'est bien New York, hein, oui. C'est ça, ouais. Et donc voilà, on a un petit peu attendu, sachant qu'il y avait eu des fuites à certains moments. C'était même pas une vidéo, hein, c'était une présentation d'après ce que j'ai vu, parce qu'il y avait des confrères quand même qui ont live tweeté comme à la vieille époque. Quelqu'un lu le communiqué de presse ? C'était un peu ça, c'était quelqu'un sur scène, il me semble John Ternus à New York, qui ont présenté la machine comme au bon vieux temps, quoi.
D'accord. Mais alors c'est ça très intéressant, c'est quand même la présence de John Ternus, comme tu dis, parce que donc c'est lui aussi qui a fait une télé aux États-Unis pour présenter le MacBook Neo. Et, alors, on va quand même, enfin, et d'ailleurs, la façon dont ça a été fait le montre, hein, le gros lancement pour Apple, le gros enjeu, c'est le MacBook Neo. Ouais. Et donc, c'est lui qui le présente. On peut imaginer que sur un lancement d'une telle ampleur, habituellement, ça aurait été un certain Tim Cook qui aurait pu, qui aurait pu s'y coller. Bon, alors après, oui, il y avait de quoi faire un keynote. Ceci dit, moi, j'ai regardé en tant qu'éditeur le trafic qu'on a fait pendant toute la semaine. Eh ben, oui, je peux comprendre effectivement la stratégie d'Apple parce que ça a été crescendo toute la semaine et on a fait excessivement, vraiment beaucoup de trafic le mercredi lorsqu'Apple a annoncé le MacBook Neo. C'était des fois même plus fort que lorsqu'il y a des special events ou des keynotes type WC ou ce genre de choses. C'était assez impressionnant et c'était d'autant plus impressionnant qu'au début, quand on a commencé à parler de ce MacBook low cost l'année dernière, c'était pas forcément un sujet qui passionnait les lecteurs, mais là, on a senti que plus qu'on se rapprochait, plus qu'on a senti que cette rumeur était vraiment crédible, là, il y a eu de l'intérêt. Et surtout que, bon, MacBook, entre guillemets, enfin les produits low cost et Apple, c'est une longue histoire, il y aura sans doute un bel article à faire là-dessus. Et puis, bah voilà, puis ta boutade, quelque part, confirme qu'Apple a bien joué. On n'a pas du tout entendu parler du MWC cette semaine, enfin, on aurait presque pu l'ignorer. Ouais. Sans le vouloir, bien entendu, hein, mais voilà. Tu as dit, l'appareil le plus important, c'est le MacBook Neo. Je vais faire un petit récap si vous n'avez pas tout suivi. Donc c'est un tout nouveau MacBook même, dont la caractéristique la plus importante est le prix, puisqu'il coûte seulement 699 €, ou même 599 € en tarif éducation. Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez donc avoir un MacBook tout neuf pour seulement 600 €. C'est du jamais vu, hein. Mais pour parvenir à ce prix-là, il y a forcément des compromis. Ce MacBook tourne avec une puce d'iPhone, en l'occurrence l'A18 Pro, comme les iPhone 16 Pro. Il a seulement 8 Go de RAM et le bouton Touch ID est en option. Il faut dépenser 100 € de plus pour avoir le capteur d'empreinte et en même temps pour doubler le stockage à 512 Go. Alors au bout du compte, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ce MacBook Neo ? Ah oui, c'est une machine. Alors, évidemment, on attend de voir les tests pour voir ce que la machine a dans le ventre, mais a priori, de ce qu'on a pu lire jusqu'à présent, c'est assez prometteur et au niveau des performances, comme on l'a déjà dit, comme on l'avait sous-entendu à plusieurs reprises en regardant ce que la puce A18 Pro était capable de faire, ça devrait être une machine qui, en termes de performance, n'a pas grand-chose à envier à un MacBook Air M1. Donc, à ce prix-là, oui. Et puis, mais moi, ce que je trouve pratiquement plus que le prix, c'est une machine qui a un vrai sex appeal. C'est une machine qu'on a envie d'acheter. On n'en a pas besoin, mais, elle est vraiment sympa. On dit, oh, je veux bien. Enfin, un peu comme le Mac Mini d'ailleurs. Hein. Elle est vraiment chouette, en plus avec ses couleurs un peu flashy. Oui, avec les couleurs un peu différentes, ouais. Alors pour moi, je plaçais souvent des images lorsque j'écrivais des articles quand on en était au stade de la rumeur, mais de mon point de vue, c'est vraiment le successeur de l'iBook qui a été sorti à la fin des années 90, ou encore de l'iMac qui était sorti quelques années plus tôt. C'est-à-dire que c'est une machine, on va dire, qui est vraiment pensée pour le monde de l'éducation avant tout, même si je pense qu'elle plaira à un public très très large. Voilà, une machine à peu près bonne à tout faire, avec une très bonne autonomie. Alors mon seul regret, mais je comprends parfaitement Apple sur ce coup-là, c'est le poids qui est un peu élevé. Je m'attendais peut-être à un truc un peu plus léger. Pareil, ouais. Mais évidemment, si on cible avant tout le monde de l'éducation, il vaut mieux avoir une machine un petit peu plus solide. C'est quand même mieux en termes de service après-vente. Alors voilà, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que il y en a qui ont ressorti la fameuse phrase de Steve Jobs qui date de 2008 quand on parlait de l'émergence du marché des netbooks et Steve Jobs répondait qu'on ne savait pas faire des machines de qualité à $500. Et donc là, Apple arrive quasiment 20 ans plus tard avec une machine voilà, qui est à $599 aux États-Unis, 699 € chez nous. Voilà, mais alors si elle arrive à sortir une telle machine, c'est notamment grâce au processeur de l'iPhone qui l'équipe, et c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est qu'Apple arrive à avoir une machine qui est à peu près compétitive d'un point de vue, on va dire, performance,
en utilisant un processeur d'iPhone. Ça en dit long quand même sur l'état de la concurrence. Alors, on va forcément trouver des défauts à cette machine, c'est certain. On trouvera chipotant en disant ouais, 8 Go, c'est peut-être c'est un peu léger, sachant que c'est une machine qui est quand même pas pensée pour être utilisée sur un écran externe. Et c'est aussi pour ça qu'on critiquait à un moment donné beaucoup les machines avec 8 Go de RAM. Mais pour une V1, a priori, ça a vraiment l'air très très bien. Je suis assez persuadé que les V2, les V3, notamment, je pense qu'on aura sans doute d'ici 1 an ou 2, la même machine avec un système sur puce A19 Pro finiront par gommer les défauts de jeunesse de ce produit. Mais voilà, je trouve que c'est très très intéressant. Et bon, je pense qu'on aurait l'occasion peut-être d'en parler un peu plus tard, mais je suis vraiment étonné par le prix. J'ai discuté avec Mickaël en fin de semaine dernière, et puis j'y pensais, puis je me suis dit ouais, mais c'est toujours comme ça avec Apple. Lorsqu'on parle d'entre guillemets d'appareils low cost, on s'emballe, et puis après, le jour de la sortie, on est déçu. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te souviens, pour l'iPhone 16e, on espérait qu'Apple soit vraiment agressif sur le plan tarifaire. Ouais. Ça n'a pas été le cas, et il y a une série de longs précédents comme ça. Et là, je me disais, on espère que c'est une machine low cost. Entre le fait qu'il y a quand même des poussées inflationnistes un peu partout, notamment avec la RAM et tout, je me disais, si elle est à $699 et à 799 € chez nous, ce sera déjà beau. Et là, Apple a quelque part tenu parole. Elle est vraiment au prix auquel on l'attendait, donc tant mieux. On va passer rapidement sur les appareils mobiles. L'iPad Air M4, c'est comme l'iPad Air M3, mais avec une puce M4 et quand même 12 Go de RAM au lieu de 8. Et l'iPhone 17e est une amélioration de l'iPhone 16e avec essentiellement 2 fois plus de stockage et la compatibilité MagSafe. Je ne sais pas si tu as un commentaire spécial à faire sur ces nouveaux appareils. Là, j'attendais de te répondre par un joli no comment. mais on va quand même dire 2-3 choses. C'est-à-dire que l'iPad Air M4 est une chouette évolution, mais je pense que l'iPad Air M3 reste toujours aussi pertinent. Oui. Et on pourrait dire même la même chose de l'iPad Air M2. Parce que, ouais, tout à fait. Mais je pense que l'iPad Air M2 et RM3 étaient déjà vendus des fois à des prix très sympas. Oui. C'est possible que là, ils vont chercher à vider les stocks et là, qu'il y ait des super... il y aura peut-être des super affaires à faire. Pour l'iPhone 17e, alors... c'est assez étonnant parce que c'est un appareil qui est équilibré, qui est vraiment sympa à tous les niveaux, c'est-à-dire que il passe avec 256 Go de stockage, il a maintenant le MagSafe comme tu disais, qui était vraiment, c'était l'une des grosses faiblesses du 16e. Mais alors, je trouve que c'est une machine qui finalement est toujours, et qui est quasiment de plus en plus déséquilibrée, c'est-à-dire que tu as une machine qui est au top du top sur pas mal de choses, et là tu as l'écran. Oula, non, pas de 120 Hz, pas d'écran en permanence allumé. Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire quelques pas en cette direction, et non, ils sont restés très, très, très conservateurs à ce niveau-là. Bon, alors, c'est peut-être un peu dommage. Et alors, c'est toujours aussi finalement la même complainte. Je pense que le test, on peut quasiment l'écrire avant d'avoir le modèle entre les mains. C'est-à-dire que c'est sans doute un appareil, même si ça change un petit peu, par rapport au 16e, qui est toujours trop cher lorsqu'il est vendu 720 €. Ouais. Mais lorsqu'il sera entre 500 et 600 €, ça sera une super affaire. C'est ça, ouais, je pense aussi. Donc voilà. Et alors, pour l'iPad, à part te dire que on trouve maintenant les puces Apple au cœur des iPad Pro et des iPad Air, il n'y a pas grand-chose à dire, mais de toute façon, je pense que si l'on met de côté l'iPad mini, 2026 promet pas d'être de toute façon une super année pour l'iPad, à moins qu'Apple ait quelques nouveautés logicielles dans les cartons, mais ça, on verra ça à la WDC. Pourtant, il y aura un tout nouvel iPad, l'iPhone Fold, qui sera en quelque sorte aussi un mini iPad. On va faire un point sur la politique tarifaire d'Apple, parce que les annonces d'Apple étaient attendues avec beaucoup de fébrilité. On craignait vraiment une augmentation du prix des SSD et de la RAM. On le redoutait d'autant plus que Samsung avait justement augmenté les prix de la plupart de ses Galaxy S26. Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors là, on a un petit point de désaccord, Stéphane, depuis quelques jours. On en discute. Discutons-en alors. Voilà. Alors, je sais qu'en France, on cherche toujours à faire...
à faire entrer plus de sous dans les caisses parce qu'on a des petits problèmes de déficit. Moi, ce que je conseille au ministre du Budget, c'est de passer un coup de fil à Cupertino parce c'est les plus forts pour gérer les prix et je suis sûr qu'ils auraient quelques idées de taxes qui passeraient très bien. Non, alors, faisons le point. Et je t'explique pourquoi je suis pas du tout d'accord avec cette vision. On est d'accord que le prix du MacBook Air a augmenté de 100 € quand même. Il a augmenté de 100 €, mais Ouais. il a 2 fois plus de stockage. Alors, oui. Dans une logique de taux de change, s'il n'y avait pas, on va dire, cette augmentation du prix de la RAM ou je ne sais quoi, en fait, le prix du MacBook Air aurait dû baisser de 100 €. Il y a eu à peu près j'ai regardé depuis un an, l'euro s'est apprécié de 10 à 15% par rapport au dollar. Donc on a on a une différence de 200 €. Et en plus, parce qu'il ne faut pas oublier quand même la petite surprise du chef, enfin qu'on attendait, hein, c'est que Apple nous sucre le chargeur. Et donc, au final, c'est un surplus même quelque part, parce qu'un chargeur d'Apple coûte environ 50 €, c'est un surplus de 250 €. Moi, je trouve que l'addition, elle est salée à la fin. Même si, pour le bien de l'humanité, je préfère qu'Apple vende des machines avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ces machines auront une bien meilleure durée de vie, donc ça, c'est super. Alors, tu me sors l'argument du stockage, et ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'ai regardé un petit peu en arrière. Alors, et j'ai pris le MacBook Air comme exemple de base. En 2013, le MacBook Air adoptait officiellement... Oui, ça remonte loin, ouais. Merci l'intelligence artificielle, de temps en temps, ça permet de faire des recherches un peu plus rapidement quand même. Le MacBook Air passait officiellement le modèle entrée de gamme à 128 Go d'espace de stockage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu des MacBook Air avec 60 Go d'espace de stockage. Ça paraît fou en disant ça. Hein. En 2020, Apple est passé, et là on s'en était félicité, à 256 Go d'espace de stockage. Et là, en 2026, on passe à 512 Go de stockage. J'ai envie de dire tant mieux, mais alors, je ne sais pas si tu as remarqué, il s'est passé 7 ans pour le premier saut et 6 ans pour le saut. Donc, grosso modo, on peut espérer avoir des MacBook Air avec 1 Tera de stockage début 2030. Donc, je trouve qu'Apple a très bien vendu son affaire, c'est mon point de vue. Et puis, il y a une autre chose que j'ai remarqué qui, alors, moi, m'a un petit peu étonné, c'est qu'Apple a rendu certaines configurations très, très chères. Et maintenant, il faut quand même mettre plus de 4000 € pour avoir un MacBook Pro avec une puce Max. Alors, Apple a été elle a joué très finaude. Hein. Ces machines, maintenant, sont bien mieux achalandées qu'avant, c'est-à-dire que je crois que le MacBook Pro Max... on va pas dire entrée de gamme, mais le premier MacBook Pro Max est livré avec... il a 2 Tera de stockage, alors qu'avant, il en avait seulement un seul, Ouais, voilà. Donc voilà, il y a ça aussi. Alors, mais c'est vrai que, pour répondre, c'est vrai qu'on craignait des hausses sur certaines options, notamment la RAM. Elles n'ont pas eu lieu encore, tant mieux. On rappellera qu'on avait eu quand même une petite hausse l'année dernière, il y a tout juste un an d'ailleurs. Mais on est c'est que le début, on a aussi noté qu'Apple avait retiré l'option permettant d'avoir 512 Go de RAM, c'est tellement élevé que j'allais dire de stockage. Tu peux confondre les deux. Ouais. Sur le Mac Studio. Alors, est-ce que c'est des problèmes de pénurie ou est-ce que tout simplement les hausses de prix font que cette option n'est pas du tout rentable pour le Mac Studio ? Je sais pas. Et d'ailleurs, c'est l'un des derniers. Enfin, je m'égare un petit peu, mais le lancement du Mac Studio M5 va vraiment être à plus d'un égard intéressant. Très intéressant sur le plan des perfs, parce que quand on voit ce que font les puces M5 Max, moi je rêve de voir une puce M5 Ultra. Et deux, alors si c'est une machine qui est potentiellement embêtée par le hausse de la RAM, c'est quand même cette machine-là. Donc on verra. Alors je sais pas ce que tu en penses par rapport à tout ce que j'ai dit, mais... pour contrebalancer ça, moi je trouvais que Apple était relativement généreuse. En fait, on craignait vraiment des augmentations. Alors, tu l'as dit, il y a le prix du MacBook Air de base a augmenté. C'est pareil pour le MacBook Pro M5 standard qui a augmenté. Néanmoins, mon contre-argument, donc, c'est que tu as 2 fois plus de stockage et que, en fait, par exemple, si tu voulais 512 Go de stockage sur le MacBook Air M1, sur le MacBook Air M4, ça coûtait plus cher que si tu achètes un MacBook Air M5 avec 512 Go de stockage aujourd'hui.
Et en fait, sur l'iPhone 17e, là, il n'y a pas de débat. Le prix n'a pas changé par rapport à l'iPhone 16e et tu as 2 fois plus de stockage qu'avant. Donc là, tu es véritablement gagnant. La question du prix de base se pose pas. Et puis même sur l'iPad Air M4, alors là, c'est pas le stockage qui bouge, malheureusement. 128 Go, je trouve que c'est trop peu maintenant pour cet iPad de milieu de gamme. Mais on passe de 8 Go à 12 Go de RAM. Donc là, c'est aussi une bonne petite surprise, je trouve. Mais après, on verra. Mais bon, je pense qu'il faisait tellement de marge sur le stockage qu'il donne l'impression d'avoir fait un geste qui leur a sans doute coûté un petit peu. Mais je suis pour l'instant pas très inquiet pour leur marge. Oui, et puis faut rappeler que le prix des options reste très élevé. Hein. On va terminer le tour des produits avec les écrans externes. 4 ans après la première version, Apple a mis à jour le Studio Display. Une mise à jour très limitée puisque la dalle 5K de 27 pouces reste la même. C'est une dalle LCD qui est bloquée à 60 Hz. Seuls les haut-parleurs, la connectique et la webcam ont été améliorés. Et il coûte toujours 1 700 €, sans pied réglable en hauteur. Mais Apple a présenté aussi le Studio Display XDR, un second modèle plus poussé qui embarque notamment un rétroéclairage mini LED et une dalle 120 Hz. Ce modèle-là est très attirant, sauf qu'il coûte 3 500 €. Alors à quand un Studio Display Neo ? Jamais. Non, mais tu l'as déjà, c'est le modèle entrée de gamme à 1 700 €. Ou c'est ça, il a 1 500 €. 1700, ouais. Non, mais l'avantage d'un Studio Display, c'est que quand tu l'achètes, effectivement, c'est un achat qui paraît cher à l'instant T, mais après, vu le temps que tu vas amortir ton écran, c'est pas un souci, j'ai envie de dire. Maintenant, moi, par exemple, j'avais un Studio Display, je suis absolument pas jaloux des nouveaux modèles. C'est l'avantage du nouveau qui évolue peu, oui. Il peut largement faire 5 à 10 ans, je pense, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, alors, bon, je réponds un peu à côté de ta question, mais je sais pas ce que tu en penses toi, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'Apple fait avec cet écran. C'est-à-dire qu'avant, bon, à la limite, avait un écran 27 pouces pour, bon, on va dire malgré tout le commun des mortels, même s'il est affreusement cher, hein, et un modèle 32 pouces, alors là, qui t'a plus de 5 000 €. De l'élite, enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais au moins, tu avais une gamme qui était claire. Là, bon, alors tu as effectivement... Enfin, il était 6K, le 32 pouces, on est d'accord ? Oui, c'est ça, ouais. Là, tu as 2 écrans 5K, ok. Bon, tu as l'autre qui... l'écran haut de gamme, c'est un peu celui dont on rêvait pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'il puisse monter en 120 Hz, ce genre de choses. C'est assez... Alors, il y a juste un point qui est intéressant à noter dans le Studio Display XDR. Alors, j'ai oublié d'ailleurs le nom de la norme, mais grosso modo, ils ont adapté son utilisation pour qu'il puisse être utilisé dans les cabinets de radiologie. Et là, par contre, j'ai comparé les prix. Alors, je suis pas non plus un grand spécialiste, mais alors 3 500 €, c'est... en termes pour les radiologues, c'est quasiment un écran Néo, hein. C'est pas cher du tout. Donc voilà, mais ouais, je suis assez étonné. Je m'attendais effectivement à, je sais pas, un écran 6K peut-être un peu moins cher, voilà, peut-être à 3 500 €. C'est enfin, je trouve que c'est assez confus. Alors j'ai envie de dire tant mieux pour les concurrents comme BenQ, LG ou Japan Next. Il y a le marché de l'entrée de gamme qui reste grand ouvert. Ouais. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end et repose-toi bien parce que je crois que la semaine prochaine va être encore plus chargée que cette semaine. Effectivement, tous les nouveaux produits vont donc arriver à partir de mercredi. Vous pouvez compter sur nous comme d'habitude pour tester ça aussi rapidement et aussi sérieusement que possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous!